Un garçon noir regarde le juge et dit « Tu es mon parrain ». Le juge comprend pourquoi et commence à pleurer. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 3B s'ouvrirent dans un grincement. Un bruit qui semblait porter le poids des accusations elles-mêmes, avouant la culpabilité d'Elias Thorne. Il entra dans la salle silencieuse avec une dignité discrète, presque provocante, le regard fixé droit devant lui, ignorant délibérément les murmures agités qui tourbillonnaient entre les bancs bondés et les flashs aveuglants et insistants des appareils photo. Chacun de ses pas mesurés résonnait de l'immense poids des accusations portées contre lui. Le meurtre brutal et audacieux du conseiller municipal Robert Sterling. Elias, figure respectée au sein de la communauté, connu pour être le propriétaire incisif du blog d'investigation florissant Thorne's Truth, avait critiqué avec acharnement la corruption omniprésente et insidieuse de la ville. Ses articles percutants pointèrent fréquemment, presque avec audace, leurs doigts accusateurs directement sur Sterling, un homme dont la personnalité publique trahissait une réputation de manigance en coulisses et d'éthique douteuse. L'accusation, menée par le procureur Marcus Vance, ambitieux et notoirement théâtral, a méticuleusement élaboré un récit présentant les actes d'Elias comme l'aboutissement d'une vendetta profondément personnelle, un ressentiment latent qui avait tragiquement dégénéré en violence sauvage. L'avocat d'Elias, un avocat commis d'office fatigué mais remarquablement perspicace du nom de Samuel Sam Miller, comprenait avec une certitude croissante que les chances étaient largement contre eux. L'ensemble des preuves présentées par l'équipe de Vance semblait tout simplement insurmontable, conçues pour accabler et convaincre. Les empreintes digitales d'Elias découvertes sur un éclat de fenêtre brisé dans la somptueuse résidence de Sterling, un échange de courriels cryptiques et troublants exhumés de leurs archives numériques, laissant présager une confrontation imminente et explosive et, peut-être plus accablant encore, un témoin, une silhouette obscure et insaisissable, identifiée uniquement comme M. Abernathy, qui affirmait avec une conviction déconcertante avoir vu Elias à proximité immédiate de la scène de crime au moment précis du meurtre. Pourtant, malgré le dossier apparemment solide présenté par l'accusation, Sam était rongé par un sentiment troublant et persistant, une démangeaison irritante sous la peau. Quelque chose de fondamental, de crucial, était négligé, ou pire encore, délibérément et méticuleusement dissimulé. Il ne parvenait pas à se défaire d'un article qu'Elias avait publié 2 semaines plus tôt, un exposé cinglant et minutieusement documenté qui détaillait l'implication présumée et profonde du conseiller Sterling dans un vaste système de pots de vin lié à l'aménagement foncier. Ce réseau complexe de corruption, affirmait hardiment Elias dans son article, impliquait plusieurs hauts fonctionnaires municipaux, dont des personnalités jusque-là considérées comme irréprochables. La publication de cet article n'avait pas seulement fait des vagues, elle avait envoyé une véritable onde de choc au sein de l'élite politique bien établie de la ville, menaçant de déstabiliser les fondements mêmes de son pouvoir. Le soupçon de Sam, un nœud froid et dur au ventre, était que l'arrestation soudaine et spectaculaire d'Elias visait moins à obtenir une véritable justice pour la mort de Sterling qu'à faire taire une voix dangereuse et gênante, une voix qui avait osé révéler la corruption qui régnait au cœur de la ville. Tandis qu'Elias s'approchait avec un calme presque éthéré de la table de la défense qui lui avait été assignée, son regard, sombre et entendu, parcourut lentement la salle d'audience bondée. Son regard parcourut les visages inquiets des spectateurs, les expressions sévères des auxiliaires de justice et l'attitude inflexible de l'équipe de l'accusation, avant de finalement se poser sur le juge Alistair Finch. Le juge Finch était un homme connu pour son attitude sévère et inflexible, et son respect presque rigide et indéfectible de la loi. C'était une figure d'autorité judiciaire, un homme qui laissait rarement paraître ses émotions ou déroger au protocole. Cependant, lorsque le regard d'Elias croisa celui du juge, un léger tremblement, presque imperceptible, le parcourut, un frisson subtil qui semblait provenir du plus profond de lui-même. C'était une lueur qui dépassait la simple peur ou la simple colère.
C'était une lueur fugace mais profonde de reconnaissance. Un lien silencieux, tacite, peut-être issu d'un passé oublié, semblait flotter entre eux, laissant entrevoir un récit bien plus complexe que le simple procès pour meurtre qui se déroulait devant la ville. Le poids du marteau, suspendu au-dessus des débats, semblait plus lourd que jamais, prêt à s'abattre et à sceller un destin dont Elias savait, avec une troublante certitude, qu'il était empreint de secrets bien plus anciens et profonds que quiconque dans cette salle d'audience ne pouvait l'imaginer. L'air s'épaississait d'histoires non dites, de couches de vérité encore à décortiquer, et de la tension palpable d'une ville retenant son souffle, attendant un verdict qui semblait prédestiné, mais pourtant totalement injuste aux yeux d'Elias. Sa dignité tranquille face à une condamnation publique aussi écrasante en disait long, témoignant de la foi d'un homme en son intégrité, même si le système cherchait à l'écraser. Le procès avançait sans relâche, son rythme s'acheminant vers une conclusion inévitable. Témoin après témoin, chaque voix, assurée ou hésitante, ne faisait que resserrer l'étau métaphorique autour du cou d'Elias. Le procureur Marcus Vance, avec sa présentation soignée et ses fioritures théâtrales caractéristiques, semblait exercer un pouvoir quasi hypnotique sur le jury. Ses mots soigneusement choisis et ses pauses dramatiques captivant leur attention, les attirant inexorablement vers son récit de culpabilité méticuleusement construit. Sam Miller, l'avocat commis d'office d'Elias, las mais déterminé, se retrouvait constamment aux prises avec un courant sous-jacent insidieux de l'opinion publique. C'était une vague d'idées préconçues et d'indignation médiatique qui avait déjà, semblait-il, fermement convaincu le public et par extension une grande partie du jury de la culpabilité d'Elias bien avant le premier coup de marteau. Malgré les efforts acharnés de Sam pour mettre en évidence les nombreuses failles du récit apparemment inattaquable de l'accusation, ses arguments semblaient se heurter à un mur de préjugés, le laissant de plus en plus frustré. La pression exercée par les hauts gradés de la police municipale, et notamment par l'imposante figure de l'inspecteur-chef Davies, pour obtenir une condamnation rapide et décisive, n'était pas seulement palpable, c'était un poids tangible qui pesait sur la salle d'audience, imprégnant chaque conversation chuchotée et chaque regard nerveux. Des murmures, tels des volutes de fumée insidieuses, tourbillonnèrent dans les couloirs de la justice, laissant entrevoir des appels téléphoniques urgents passés à voix basse et des menaces voilées subtilement adressées à divers fonctionnaires du tribunal, le tout destiné à garantir une issue favorable à certains intérêts puissants. Il devenait de plus en plus évident pour Sam, et c'était effrayant, qu'il ne s'agissait pas d'un procès pour meurtre ordinaire. Il s'agissait plutôt d'une performance méticuleusement chorégraphiée, d'un démantèlement public soigneusement orchestré d'un homme qui avait osé défier l'ordre établi et corrompu, un homme dont la voix était devenue trop forte, trop gênante. Lors d'un contre-interrogatoire, particulièrement tendu de l'inspecteur-chef Davies, Sam tenta subtilement et prudemment d'aborder le sujet central du récent exposé explosif d'Elias, celui détaillant l'implication présumée du conseiller Sterling dans le système de pots de vin lié à l'aménagement du territoire. Il savait que c'était risqué, mais le lien semblait vital. Cependant, avant même que Sam puisse formuler pleinement son interrogatoire, le juge Finch, d'un coup de marteau sec et décisif, le fit taire, sa voix résonnant avec une sévérité inhabituelle, déclarant que le sujet n'avait aucun rapport avec l'accusation de meurtre. L'intervention sévère du juge sembla éteindre momentanément la dernière lueur d'espoir dans les yeux de Sam. C'est dans ce profond silence qui suivit, un silence si profond qu'il sembla absorber tout bruit et toute tension de la salle d'audience, qu'Elias Thorne se leva lentement et délibérément de son siège à la table de la défense. Tous les regards, attirés par la force de son mouvement inattendu, se tournèrent vers lui. Il marcha d'une lenteur presque cérémonieuse vers la barre des témoins, le regard fixe, fixé avec une intensité troublante, sur le juge Alistair Finch. D'abord surpris par l'audacieuse violation du protocole par Elias, une irritation visiblement gravée sur son visage sévère, le juge vit son sang-froid, soigneusement conservé, vaciller sous le regard perçant et implacable d'Elias. Le masque habituel de l'impartialité judiciaire sembla se fissurer très légèrement.
Votre honneur, commença Elias, sa voix perçant le silence pesant, résonnant avec une profondeur et une clarté inattendues qui emplissaient chaque recoin de la vaste salle. Vous souvenez-vous du garçon de l'orphelinat de Northwood? Celui qui adorait dessiner, qui portait toujours ce vieux foulard bleu même en été? Les yeux du juge Finch, qui quelques instants auparavant n'exprimaient qu'une irritation, s'écarquillèrent presque imperceptiblement. C'était un changement subtil, un simple tremblement dans son attitude habituellement impassible, mais cela suffisait à signaler une reconnaissance, une compréhension naissante. Elias poursuivit, sa voix s'adoucissant, presque un murmure, mais elle portait avec une clarté étrange, audible pour chaque personne présente dans la salle d'audience silencieuse. Vous nous rendiez visite à chaque Noël, votre honneur, sans faute. Vous apportiez des jouets et des livres, des histoires à n'en plus finir. Vous me disiez toujours, « La justice est une lampe qui éclaire les recoins les plus sombres, mon garçon. N'oublie jamais ça. » Vous me l'avez dit, vous, juge Finch? La voix d'Elias acquit une conviction calme mais profonde. Vous êtes mon parrain. Un halètement collectif, sec et soudain, parcourut la salle d'audience, une vague d'incrédulité stupéfaite. L'air sembla crépiter à cette révélation. Le juge Alistair Finch, un homme qui avait présidé d'innombrables procès avec une volonté de fer inébranlable, un homme dont la personnalité publique était synonyme d'une autorité judiciaire imperturbable, sentit soudain un nœud froid se nouer douloureusement dans son estomac. Les murs méticuleusement construits autour de sa façade professionnelle, des décennies de discipline émotionnelle, s'effondrèrent en un instant, révélant un homme soudain, brutalement confronté à un passé profondément personnel, enfoui depuis longtemps. Son visage, habituellement rouge d'émotions contenues, pâlit dramatiquement, perdant toute couleur, et ses mains, qui reposaient fermement et calmement sur le banc, se mirent à trembler de façon incontrôlable, signe visible de son bouleversement intérieur. Une larme, puis une autre, coulèrent sur ses joues burinées, scintillant sous les lumières crues du tribunal. L'arbitre sévère et inébranlable, l'incarnation même de la justice, avait disparu, remplacé, à cet instant bouleversant, par un homme aux prises avec une vérité profonde, profondément personnelle, une vérité qui menaçait de défaire tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, sur sa vie et sur l'affaire qui se déroulait devant lui. La gravité de la révélation planait dans l'air, lourde et suffocante, bouleversant la structure même de la salle d'audience. L'audace même de la révélation d'Elias avait provoqué une onde de choc viscéral, suffisamment forte pour interrompre brutalement et définitivement les procédures incessantes. Le juge Finch, le visage encore visiblement marqué par un choc profond et une détresse grandissante, déclara une suspension d'audience immédiate, d'une voix basse étendue, avant de se retirer précipitamment dans le sanctuaire de son cabinet, laissant derrière lui un tourbillon de murmures agités et une mer de regards stupéfaits et incrédules. Sam Miller, l'avocat commis d'office d'Elias, tout aussi déconcerté par la tournure dramatique des événements, suivit rapidement son client, l'esprit bouleversé, exigeant une explication immédiate et cohérente de cette déclaration surprenante. Elias, cependant, resta remarquablement calme, un calme inexplicable irradiant de lui-même au milieu du chaos qu'il avait déclenché. Il parle doucement, expliquant que le juge Finch avait, pendant de nombreuses années, été un bienfaiteur profondément important, bien qu'anonyme, de l'orphelinat de Northwood, l'institution même où Elias avait passé toute sa petite enfance. Le juge n'avait pas seulement apporté une aide financière. Il y a des années, il avait exprimé un désir sincère de devenir le parrain du jeune Elias, une figure marquante dans sa vie. L'adoption officielle, raconta Elias, n'avait jamais eu lieu en raison d'une conjonction complexe de circonstances imprévues. Mais le lien affectif, presque familial, du moins dans l'esprit d'Elias, était toujours resté intact, une vérité silencieuse et durable. Un détail crucial émergea du souvenir serein d'Elias, un flashback crucial survenu 2 semaines auparavant, quelques jours avant le meurtre brutal du conseiller Sterling.
Elias, dans un moment d'inquiétude croissante concernant son enquête sur le vaste projet d'urbanisme, avait tenté de contacter directement le juge Finch. Il avait sollicité son avis et ses conseils sur ce qu'il savait être une question extrêmement sensible, une question devenue de plus en plus dangereuse. Il avait laissé un message détaillé, soulignant la gravité de ses conclusions et son besoin de conseils, mais, à son grand désarroi, il était resté sans réponse, englouti par le silence. Pendant ce temps, de retour dans le calme et l'opulence de ses appartements privés, le juge Finch était plongé dans un tourbillon de troubles, son sang-froid autrefois imposant étant brisé. Des souvenirs vifs et bouleversants submergeaient son esprit comme un torrent incessant. Le garçon de l'orphelinat, aux yeux brillants et sincères, un enfant qui s'était accroché à chaque mot de sagesse et d'encouragement du juge, les promesses qu'il s'était faites, à lui-même et au garçon, pour garantir à Elias une chance équitable dans la vie, une véritable chance de justice et de prospérité. Il se souvenait parfaitement d'une conversation poignante avec sa femme bien-aimée, aujourd'hui décédée, juste après l'une de leurs visites à l'orphelinat de Northwood. Avec sa douce sagesse caractéristique, elle l'avait exhorté à assumer un rôle plus personnel et direct dans la vie d'Elias, pour cultiver le potentiel évident du garçon. Ce souvenir, empreint à la fois d'amour et de regret, pesait désormais lourdement sur lui, un lourd fardeau sur sa conscience. Il se souvenait de l'appel téléphonique d'Elias 2 semaines auparavant, une date gravée dans sa mémoire. Pourtant absorbé par son propre stress professionnel et les exigences incessantes de son poste prestigieux, il l'avait balayé d'un revers de main, le considérant comme un simple faux numéro, une interruption agaçante, sans jamais imaginer la profonde signification de cette communication manquée. Alors que les paroles d'Elias résonnaient à ses oreilles, le juge Finch se retrouvait confronté à un dilemme impossible et éthiquement bouleversant. Il présidait le procès même d'un jeune homme qu'il considérait, de manière profonde et tacite, comme sa propre chair et son propre sang. Les implications éthiques de cette révélation n'étaient pas seulement importantes, elles étaient stupéfiantes, menaçant de ruiner toute sa carrière et sa réputation. Pourtant, à son agonie personnelle accablante se mêlait un soupçon insidieux et croissant quant à la véritable nature de l'affaire dont il était saisi. Il se souvenait, avec une clarté glaçante, de la pression subtile mais persistante qu'il avait subie de la part de personnalités politiques de haut rang, notamment du sénateur Caldwell. Le sénateur avait tenu à exprimer clairement sa profonde inquiétude quant à l'image publique de cette affaire de meurtre, une préoccupation qui avait toujours été moins axée sur la justice que sur la limitation des dégâts. Quelques jours avant l'ouverture du procès, un renseignement anonyme était mystérieusement parvenu à son bureau, un message énigmatique laissant entrevoir une conspiration bien plus profonde et sinistre autour de la mort du conseiller Sterling. Le message suggérait, avec une précision glaçante, que la mort de Sterling était loin d'être le simple meurtre que l'accusation dépeignait. Le renseignement mentionnait explicitement un puissant syndicat invisible, une organisation clandestine protégée par ceux-là même qui milient avec tant d'acharnement pour une condamnation rapide et sans équivoque d'Elias. Ce fut une prise de conscience terrifiante qui lui frappa avec la force d'un coup dur. La corruption du système judiciaire n'était pas un simple concept abstrait, une faille théorique dans la société. Non, c'était une force tangible, insidieuse, manipulant activement et effrontément la balance de la justice que lui, le juge Finch, avait juré solennellement de défendre au péril de sa vie. Le poids de cette vérité, mêlé à son lien personnel avec Elias, menaçait de le consumer entièrement. La salle d'audience, autrefois théâtre de drames judiciaires, lui semblait désormais un champ de bataille pour son âme. Le procès reprit, mais l'atmosphère de la salle était chargée d'un changement palpable, presque électrique. Le juge Finch, bien que toujours visiblement affecté par la profonde révélation personnelle qui avait ébranlé son univers soigneusement construit, reprit son siège avec une détermination nouvelle et inébranlable. Son regard, autrefois simplement sévère, était désormais aiguisé
jusqu'à une précision quasi chirurgicale, scrutant chaque détail, chaque nuance de la procédure en cours avec une intensité qui lui avait été jusque-là manifestement absente. Il commença à contester les arguments du procureur Vance avec une force inattendue, ses questions tranchant le récit soigneusement répété de l'accusation. Il a exigé une plus grande transparence de la part de l'équipe de Vance, remettant en question à plusieurs reprises la validité et la provenance de certains éléments de preuve qui avaient été jusque-là acceptés sans objection. Ce revirement soudain et agressif du juge Finch, habituellement stoïque, a visiblement déstabilisé l'accusation. Le procureur Vance, habitué à une salle d'audience sous sa stricte emprise, s'est retrouvé à chercher des réponses, son assurance s'évanouissant momentanément. Le véritable bouleversement sismique s'est produit lorsque le juge Finch, sur un ordre inédit et inattendu, a ordonné le réinterrogatoire de M. Abernathy, le témoin clé supposé de l'accusation. Cette décision a suscité une vague de murmures dans la salle d'audience, le témoignage antérieur d'Abernathy ayant été présenté comme inattaquable. Sous les questions étonnamment acerbes, incisives et pénétrantes du juge, le témoignage soigneusement préparé d'Abernathy a commencé à se défaire avec une rapidité et une précision alarmantes. Le témoin, visiblement en sueur sous l'examen intensifié, se contredit à plusieurs reprises, buta sur des détails cruciaux et finit par avouer, sous la pression immense et incessante du contre-interrogatoire acharné du juge Finch, la vérité choquante. Il avait été payé une somme considérable pour inventer l'intégralité de son récit. L'aveu pesait lourd dans l'air, une vérité écœurante qui bouleversa le dossier de l'accusation. Abernathy, désormais brisé à la barre, désigna l'inspecteur-chef Davis comme le principal instigateur de son faux témoignage. Un lien direct entre les plus hautes sphères des forces de l'ordre et la subversion de la justice. Il laissa également entendre, à voix basse et terrifiée, que des supérieurs étaient impliqués dans ce complot complexe, des personnages obscurs dont l'influence s'étendait bien au-delà du service de police. Cette révélation stupéfiante n'était pas le fruit du hasard. C'était une conséquence directe et indéniable du précédent exposé méticuleusement documenté d'Elias. Ce travail d'enquête même qu'il avait ciblé, c'était ce quelque chose qui se tramait dans la salle d'audience qu'Elias avait évoquée, cette manipulation insidieuse de la vérité qui était maintenant mise en lumière. Il devint indéniablement, terriblement évident que la déclaration initiale d'Abernathy à la police, faite 2 semaines auparavant et si accablante pour impliquer Elias, avait été méticuleusement forcée et entièrement falsifiée. Un acte de tromperie délibéré visant à piéger un innocent. La salle d'audience fut plongée dans un tourbillon chaotique de bruit et de confusion. Le décorum du tribunal vola en éclats, remplacé par une cacophonie de halètements, de cris et de murmures frénétiques de spectateurs stupéfaits. Sam Miller, saisissant l'occasion en or, quoique chaotique, offerte par ses aveux spectaculaires, se leva aussitôt et réclama avec force l'annulation du procès, la voix emplie d'une indignation vertueuse. Il évoqua une faute flagrante de l'accusation, une subversion flagrante de la justice exigeant une réparation immédiate. Le procureur Vance, le visage marqué par une indignation furieuse et une panique à peine dissimulée, s'opposa avec véhémence à la requête, ses arguments ayant perdu leur force d'antan, sa voix dénuée de son élégance théâtrale d'antan. Le système judiciaire corrompu, longtemps resté une présence obscure et intouchable, une peur murmurée, était désormais exposée au grand jour, ses rouages mis à nu dans une démonstration choquante de malveillance. Des officiers supérieurs et des hommes politiques influents, notamment l'inspecteur-chef Davis, dont le visage était devenu blême sous l'effet de la terreur naissante, et le sénateur Caldwell, observé depuis la tribune, son air calme et posé se fissurant, se retrouvèrent soudain et directement dans le collimateur d'une vérité qu'ils avaient si désespérément tenté d'enfouir. Leur tentative complexe et insidieuse pour empêcher la vérité d'émerger, pour réduire Elias au silence, échouait lamentablement, s'effondrant sous leurs yeux.
La nouvelle des aveux choquants d'Abernathy se répandit comme une traînée de poudre dans les médias et le public, menaçant de démanteler le récit soigneusement construit de la culpabilité d'Elias, qui avait conduit à son arrestation injustifiée. Le juge Finch, dont le lien personnel avec Elias était désormais une force motrice silencieuse, mais immensément puissante, autorisa la poursuite des débats, mais avec une vigilance nouvelle et implacable. Son regard perçant et inflexible quittait rarement les visages de l'équipe de l'accusation et des hauts fonctionnaires qui observaient depuis la galerie, sa seule présence constituant une accusation silencieuse. Il comprenait, avec une lucidité effrayante, que laisser éclater toute la vérité, si odieuse, briserait sans aucun doute sa carrière méticuleusement bâtie et entraînerait probablement sa propre chute au sein d'un système corrompu. Pourtant, la promesse profonde, presque sacrée, qu'il avait faite à un jeune garçon plein d'espoir des années auparavant, celle de défendre la justice, d'être un modèle de vérité, résonnait en lui plus F. Les derniers jours du procès se sont transformés en un spectacle dramatique aux enjeux considérables. Une représentation viscérale de la justice, luttant vaillamment pour sa survie dans l'enceinte de cette salle d'audience sacrée. Le témoignage accablant et fabriqué de toutes pièces de M. Abernathy étant irrémédiablement discrédité et exposé, le dossier de l'accusation, autrefois impénétrable, a commencé à se défaire à une vitesse alarmante et avec une inéluctabilité écœurante, s'effondrant sur lui-même comme un château de cartes sous la tempête. Sam Miller, désormais revigoré et nourri par la révélation profonde du complot global, a saisi l'occasion. Il a démonté avec brio et minutie les vestiges des preuves supposées irréfutables de l'accusation. Ses arguments ont méticuleusement dévoilé comment les empreintes digitales d'Elias, prétendument retrouvées sur la scène du crime, avaient pu être astucieusement placées et comment l'échange de courriels cryptiques, autrefois présenté comme une preuve irréfutable de malveillance, avait été minutieusement manipulé au service des intentions néfastes de l'accusation. Avec un faste à la fois provocateur et triomphant, Sam présenta les notes d'enquête originales et non éditées d'Elias. Ces documents exhaustifs, témoignages de l'intégrité journalistique inébranlable d'Elias, mettaient en lumière l'ampleur réelle et terrifiante de la corruption omniprésente du conseiller Sterling. Ils révélaient une vérité glaçante. Sterling, loin d'être une victime innocente, était sur le point de révéler un réseau d'activités illicites bien plus vaste et complexe, un réseau tentaculaire de malversation impliquant des personnalités encore plus puissantes qu'on ne l'imaginait. La présentation de Sam laissait entrevoir, subtilement mais avec force, l'existence d'une force bien plus puissante et obscure derrière la disparition prématurée de Sterling, une force qui avait agi pour le réduire définitivement au silence avant qu'ils ne puissent dénoncer leur empire illicite collectif. Le jury, autrefois apparemment influencé par l'opinion publique et le récit trompeur et soigneusement élaboré de l'accusation, a maintenant pris conscience des tentatives flagrantes et cyniques de faire passer Elias pour ce qu'elles étaient réellement. Les pièces du puzzle se sont mises en place, révélant le tableau choquant d'un système corrompu de l'intérieur. Après ce qui a semblé une éternité de délibération silencieuse, une période tendue par l'anticipation et l'anxiété qui semblait comprimer l'atmosphère même de la salle d'audience, le jury est revenu. Son verdict, prononcé d'une voix claire et retentissante qui a résonné dans la salle désormais silencieuse, était un verdict retentissant et sans équivoque. Non coupable. Un soupir collectif et audible a parcouru la salle d'audience, rapidement suivi d'une vague d'applaudissements puissants et spontanés qui a jailli des bancs, un son de soulagement et de justification qui a résonné dans la grande salle. Elias, bien qu'indéniablement disculpé et enfin libéré du poids écrasant des accusations, demeurait remarquablement stoïque. Son sang-froid était presque troublant, témoignant de la profonde épreuve qu'il avait endurée. Ses yeux sombres et connaisseurs, cependant, cherchèrent instinctivement ceux du juge Finch à travers la salle désormais en fête. Dans ce regard partagé, une compréhension silencieuse et profonde passa entre eux, une communion d'esprit.
C'était une reconnaissance tacite de leur passé intimement lié, du secret partagé qui avait redéfini leur présent, et de l'impact profond et transformateur de ce lien sur le cours même de la justice. Le juge Finch, dont la réputation était désormais irrévocablement menacée, comprenait avec une certitude profonde et tranquille qu'il serait indéniablement soumis à un examen éthique rigoureux, ses actes méticuleusement scrutés par un système qui tolérait rarement la défiance. Pourtant, même face à une ruine professionnelle potentielle, il savait, avec une conviction inébranlable ancrée au plus profond de son âme, qu'il avait fait ce qui était intrinsèquement et moralement juste. Par la suite, les conséquences commencèrent à se faire sentir rapidement et de manière décisive. L'inspecteur en chef Davis, déchu de son autorité et de son insigne, fut arrêté pour de graves accusations d'entrave à la justice et de complot, son implication dans ce projet illicite étant désormais irrévocablement révélée. De plus, une enquête approfondie fut immédiatement lancée sur l'implication du sénateur Caldwell dans ce vaste projet d'aménagement foncier, promettant de révéler d'autres couches de corruption et de traduire en justice des personnalités influentes. Le système judiciaire corrompu, une entité tentaculaire et insidieuse qui avait longtemps étouffé la ville, bien que loin d'être totalement éradiquée, avait indéniablement subi un coup dur, presque invalidant. Cette victoire capitale témoignait non seulement du courage inébranlable d'un journaliste déterminé qui avait osé dire la vérité au pouvoir, mais aussi de la profonde intégrité d'un juge qui, face à un choix impossible, avait choisi d'honorer une promesse oubliée, un vœu sacré qui avait guidé sa main dans les heures les plus sombres. Alors qu'Elias Thorne franchissait les portes imposantes du palais de justice, redevenu libre, le soleil couchant projetait de longues ombres dramatiques sur les rues de la ville. Mais pour la ville assiégée elle-même, une nouvelle lueur d'espoir s'était irrévocablement levée, une promesse puissante et radieuse que la justice, aussi ardue et longue soit la lutte, finirait toujours par trouver sa voie dans la lumière éclatante. L'air, pour la première fois depuis longtemps, semblait plus pur, imprégné du parfum subtil mais inimitable de la rédemption.